C'est parti, HTTP2, ce qui va changer pour les développeurs. Donc l'idée au Web2Day, c'est de présenter un petit peu la nouvelle version du protocole HTTP. Qui je suis, donc Julien Duré, je suis consultant à Zénith à Nantes. Voilà, je suis aussi cofondateur de GDG Nantes et on organise un événement tous les ans qui s'appelle le DevFest Nantes. Alors HTTP1, c'est un peu, il était une fois, la solution existe déjà depuis très longtemps. On verra qu'il y a une flopée d'options qui existent avec HTTP1. Donc la RFC de base, c'était 70 pages. Avec toutes les options, il y avait une 150aine de pages. Donc vraiment pas mal de choses qui existaient au niveau d'HTTP 1.1. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que HTTP, vraiment, c'est la base du web. Que ce soit sur l'aspect mobile, il y a de plus en plus de monde qui utilise son mobile pour surfer, etc. Et à chaque fois, en fait, on utilise ce protocole-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution en fait, du volume des données échangées au niveau des sites web. En fait, on montre entre 2011 et 2015 que la première page récupérée pour un navigateur, on passe pour un premier téléchargement de 800 kg à 2,1 mégas. Donc on voit qu'en fait le protocole HTTP est très sollicité, puisque pour afficher une page web en moyenne, aujourd'hui sur les sites web populaires, donc sur les 100 premiers visités, il faut une centaine de requêtes et 2,1 mégas en moyenne pour afficher la première page. Le problème majeur d'HTTP1, c'est qu'en fait on est vraiment ce qu'on appelle le head offline blocking, c'est-à-dire qu'on a une file d'attente. On est limité à 6 connexions avec notre navigateur vers un seul domaine. Alors c'est un problème majeur, c'est-à-dire que si on a 8 ressources à télécharger, il y en a 2 qui sont en attente. Il faut attendre du coup que les 6 premières soient revenues pour pouvoir que les autres fonctionnent. En fait, il y a des super développeurs qui ont trouvé des contournements. Les contournements classiques, je pense que vous les connaissez, c'est l'image writing, en gros concaténer toutes les petites images en une seule grosse image et les redécouper en CSS. L'highlining, se dire en fait, au lieu de faire du style dans une feuille de style à côté, le mettre directement dans le HTML, comme ça à la place du navigateur, il n'y a pas d'appel réseau et puis on sait directement comment rendre notre page. La concaténation, pareil, on évite de faire plusieurs appels de petits fichiers, on en fait un appel à un gros fichier directement. Et le domain sharding, en gros l'idée c'est d'utiliser en fait des CDN pour pouvoir utiliser différents domaines. Je rappelle qu'on est limité à 6 connexions pour un domaine en particulier. Donc en fait, si on a 2 domaines différents, du coup on a 12 connexions. Ça ne résout pas forcément tous les problèmes, mais ça permet d'augmenter les performances. Alors HTTP2, du coup, l'idée c'est d'avoir un protocole qui permet en fait de résoudre tout ce problème-là. Donc juste pour info, donc le protocole HTTP2, c'est basé en fait sur un draft qui était le protocole Speedy qui avait été créé par Google en 2009 et qui a permis de vérifier qu'on était capable d'utiliser un nouveau protocole sur le web. Parce que tout le monde disait, oh là là, toucher HTTP c'est impossible, il y a trop de monde qui utilise ça, quoi. L'objectif vraiment c'est améliorer le protocole, donc le protocole HTTP 1.1, tout en gardant vraiment la stack TCP qui est en dessous. Évidemment être compatible avec HTTP1, c'est-à-dire l'idée c'est pas forcément de aujourd'hui on se connecte en faisant http mon site et qu'on n'ait pas besoin pour le protocole HTTP2 d'écrire http mon site.com. On garde vraiment les mêmes URI. Baisser la latence, moins d'aller-retour, éviter de créer plein de connexions vers le même hôte, charger les ressources rapidement, tout ça en gardant un protocole ouvert, normalisé et en fait le plus petit possible, c'est-à-dire sans aucune option, sans version mineure. Donc il y a un seul protocole, un certain nombre de spécifications à implémenter, mais il n'y a pas d'option. Alors à quoi ça correspond HTTP2 Du coup, on passe d'un mode où en fait on pouvait lire du coup, des données avec HTTP1 en plein texte. Là vraiment on est dans un protocole binaire. On utilise en fait un mécanisme d'entête compressée qui s'appelle HPAC, qui permet en fait au niveau des entêtes de se dire au lieu d'écrire user agent Mozilla 50/ blablabla, et en fait quand on fait des petits échanges en Ajax pour juste dire résulte OK sur une sauvegarde, en fait on a plus de headers échangés qu'en fait de payload. Donc l'idée c'est de se dire avec ce protocole là, le user agent Mozilla 50 blablabla, c'est la valeur 2. Donc il envoie juste un 2 en header. C'est prévu surtout pour fonctionner avec TLS. On utilise une seule connexion qui va être persistante entre notre client et notre serveur. C'est pas à chaque fois une connexion qu'on ouvre et qu'on referme. On a aussi des petits trucs en bonus. On peut indiquer des priorités aux requêtes. Typiquement, en fait, essayer d'afficher une page qui est en haut en priorité par rapport à une page qui est en bas, puisque du coup, la personne ne va pas scroller directement le temps que ça charge. On va avoir du multiplexage. Et évidemment, on a quelque chose qui supporte le load balancing. Alors vous allez me dire, oui, mais en HTTP1, on l'avait déjà. Oui, mais là, on garde une connexion persistante entre le client et le serveur. Donc il faut quand même que le serveur ait un moyen en fait, d'avertir notre client pour lui dire, ah là, écoute, je suis trop surchargé, va plutôt voir un autre serveur. Le multiplexage en images, voilà, tout le monde a fait du réseau souvent dans ses études. Donc vraiment, voilà, pouvoir en fait envoyer sur une même connexion différents fichiers, différents flux. Quelques notions avancées rapidement. La notion de priorité, donc ça je l'ai dit. L'idée c'est de donner des priorités aux ressources pour qu'elles soient téléchargées avant d'autres. Puisque du coup on a une seule connexion, donc il y a plein de trames qui passent du coup dans la connexion, pas mal de fichiers, et en fait on peut donner des priorités pour dire je veux que cette image là s'affiche en premier comparé à d'autres images qui sont en dessous. Voilà, on peut donner des priorités et surtout en fait on peut modifier
cette priorité-là au fur et à mesure. Donc, par exemple, on dit au départ du site web, bah, j'affiche la page qui est en haut, puis en fait, on voit que la personne scrolle, bah, on va peut-être pouvoir envoyer une trame pour dire, bah, affiche plutôt l'image qui est en bas, puisque la personne a scrollé. Une notion qui est plus intéressante, c'est vraiment la notion de serveur push. Alors, c'est pas du WebSocket, mais l'idée, c'est de pousser de la donnée avant que le client la trouve dans la page. L'idée, typiquement, en fait, si on prend du HTTP 1 classique, bah, du coup, on va avoir le index.html. Le navigateur parse la page, on va voir qu'il y a un script JS à récupérer et un style.css à récupérer, et du coup, on va l'appeler, on va le récupérer, on va appeler, on va le récupérer. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, on va pousser directement, dès que le client va récupérer index.html, dans la même connexion, directement, on va pousser les fichiers script JS et style.css parce qu'on sait qu'on en a besoin. Okay, donc le client, en fait, quand il va parser sa page, il va dire « Ah, bah, j'ai besoin de style.css. Ah, bah, je l'ai déjà. Génial. » Donc c'est très pratique. Ça passe par en fait un header HTTP, en fait, le link, et on va pouvoir préciser du coup un certain nombre de paramètres, que ce soit en script, en image, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, au niveau développeur, avec ce protocole-là? Alors, comme je l'ai dit, en fait, donc là, le schéma, il le montre sans forcément utiliser le mécanisme de push, mais au lieu d'avoir quelque chose de vraiment très classique où on a des appels vraiment séquentiels, le index.html, le style, le script et un certain nombre de choses, et à la fin une connexion qui est fermée. Là, en fait, en HTTP2, on va vraiment avoir l'index.html qui est chargé au départ, et en fait, si on a plein de fichiers à récupérer, ils vont être récupérés, on va dire, en même temps, grâce au multiplexage. Okay, et la connexion, elle reste ouverte. Alors nos optimisations, qu'est-ce qu'elles deviennent par rapport à tout ça? Bah, la mesh writing, c'est moins intéressant, puisque de base, voilà, on concatène toutes les petites images dans une grosse image. Dès qu'on change une des petites images, il faut, du coup, avec les mesh writing, rendre obsolète notre grosse image, alors qu'en fait, 90% du reste est toujours valable. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, ça ne sert à rien. On va plutôt rendre obsolète que notre petite image, puisqu'on n'a pas de gain en fait, à télécharger un gros fichier par rapport à un petit. L'highlining, bah, c'est pareil, si on avait du coup du style CSS directement dans notre index.html, bah, c'est moins intéressant parce que du coup pour le rendre obsolète, voilà, faut rendre obsolète tout notre HTML. Alors que bon, voilà, l'idée c'est de se dire que finalement c'est pas mal de séparer avec des fichiers JS et CSS à côté. La concaténation, bah, c'est de la même manière, voilà, c'est de pouvoir rendre expirable juste une partie de nos fichiers, alors que si on fait de la concaténation, bah, on rend obsolète tout notre fichier. Et puis le domain sharding est beaucoup moins intéressant puisqu'en fait on va devoir faire plus de négociations, que ce soit en termes de DNS ou TLS si on est en HTTPS, avec différents serveurs, avec différents domaines. Donc au final on n'a pas forcément un gain très important. Il y a juste un petit nota bene que je note toujours, c'est que vu qu'on est sur un protocole maintenant qui est binaire, qui est compressé, bah, plus on a des fichiers quand même qui sont gros, plus la compression est intéressante. Bon, il faut juste trouver le juste milieu. En termes de timing, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors en bleu c'est un site web vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, en HTTP1. En rouge, c'est un site web classique en HTTP1 avec du coup du Vulcanize, de la concaténation. En orange, c'est du push avec HTTP2 et du Vulcanize push en HTTP2, donc du push de fichiers concaténés. Ce qui est intéressant de voir en fait, c'est que si on regarde juste on va dire le bleu et le jaune, c'est-à-dire HTTP1 et HTTP2, c'est qu'en fait on a quand même un gain très important en fait, que ce soit au premier octet téléchargé, au temps de rendu ou au CPU utilisé. En fait, on divise par deux globalement la note voilà, des différentes, du temps passé à rendre nos sites web. Donc en fait, de base, c'est quand même intéressant d'utiliser HTTP2. Ça nécessite un peu de petites modifications si on veut vraiment aller plus loin là-dedans, mais voilà, c'est très intéressant. Alors la suite, qu'est-ce que ça va donner? Alors déjà, la question, c'est est-ce que ça va marcher? Donc on a vu que c'est un protocole binaire, donc tous mes outils actuels, je sais pas, du curl, n'importe quoi, mon Postman, qu'est-ce que ça va devenir? Bah, en fait, aujourd'hui, l'adoption est bonne et la majorité des outils fonctionnent avec HTTP2. Donc en fait, c'est transparent, ils font le décodage, encodage en binaire. Au niveau des langages, voilà, il y a pas mal de langages qui supportent ça, donc Go, Python, Node.js, Java avec le connecteur Jetty. Et au niveau des serveurs, bah, HAProxy, même Apache le supporte avec son mode H2, donc bon, c'est quand même que c'est assez populaire. Est-ce que ça va marcher côté navigateur? Bah, en fait, aujourd'hui, tous les gros navigateurs, bon, je ne parle pas des vieux IE, mais en gros, le supportent déjà. Donc n'hésitez pas, en fait, aujourd'hui, déjà à utiliser ça en prod. Toutes les personnes qui sont sur Firefox, Chrome, Edge, Safari et Opera, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne en plus. Le petit nota bene, c'est qu'il faut être obligé d'être en HTTPS. Mais bon, aujourd'hui, avec Let's Encrypt, c'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant de voir aussi au niveau de l'adoption, c'est les géants du web. Facebook, Google, là c'est un exemple de Twitter. Bon, je fais un peu de pub pour le DevFest en même temps, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les DevTools, vous avez déjà en fait au niveau du protocole, c'est déjà des requêtes HTTP2. Ok, donc aujourd'hui, quand on se connecte à Twitter, il y a du HTTP2 en prod, et ça depuis plus de 6 mois.
Et ça, c'est vrai pour Facebook, Twitter, Google. Donc en fait, l'adoption est plutôt bonne. Et ça permet vraiment de montrer que c'est un protocole qui fonctionne et qui est viable. Alors, est-ce que ça va marcher aussi? Bon, comme j'ai dit, il y avait pas mal de monde qui était sceptique dans l'idée de changer le protocole HTTP1, sachant que c'est la base du web et qu'il y a de plus en plus de requêtes, tout le monde communique, etc. En fait, Google a montré avec Speedy, donc Google, ce truc intéressant, c'est que bon, ils ont leur cloud platform, leur Gmail, etc. Et ils ont aussi Chrome. Et en fait, ils s'étaient amusés en fait, avec Speedy à avoir du coup le protocole qui était utilisé à certaines périodes dans Gmail ou dans leur cloud platform et qui était aussi supporté du coup dans Chrome. Donc, ils permettaient en fait de bêta-tester ça. Et ils ont montré en fait qu'ils pouvaient absorber 1% des requêtes mondiales sans aucun gros changement. Donc, on pouvait évoluer et adopter un nouveau protocole. Ce qui est intéressant de voir, c'est que potentiellement, il faut toujours faire cohabiter HTTP1 et HTTP2 si on est sur des vieux navigateurs ou alors aussi sur des vieux mobiles. Si on a un iOS 5 ou autre, je ne suis pas sûr qu'HTTP2 soit supporté. Évidemment, utiliser HTTPS. Alors là, un petit point aussi, c'est que c'est vrai qu'on oublie souvent ça, mais entre HTTP et HTTPS, on va avoir une différence, c'est qu'aujourd'hui, avec chez Soch, du coup, on peut souvent on va avoir un proxy en fait. Si je requête google.fr, ben, en fait, c'est pas la page de Google directement qui m'a été requêtée, mais c'est Orange qui m'a filé sa page, puisque c'est juste du get, ça se met en cache, c'est facile. Avec HTTPS, je rappelle que le but, c'est vraiment que ce soit notre smartphone qui se connecte au serveur cible. Donc en fait, on a un surplus en fait, de charge sur nos serveurs globalement en étant en HTTPS. C'est juste qu'il ne faut pas l'oublier. Dernier point en fait sur l'avenir des protocoles, bah, c'est juste que HTTP2 du coup maintenant c'est normalisé, c'est sorti le 15 mai 2015 et Google va un peu plus loin, c'est que du coup HTTP2 se base toujours sur TCP et ils essayent en fait une tentative en se basant plutôt sur UDP. Donc ils ont appelé ça Quick et voilà, c'est toujours un truc qui est en cours côté Google. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'essayer d'utiliser HTTP2. Au niveau vraiment des outils de développement ou autres, n'hésitez pas vraiment à vous essayer avec vos projets actuels de passer en HTTP2. Potentiellement, il y a des choses que vous faites aujourd'hui dans vos Gulp ou vos Task Runner qui ne sont pas nécessaires, puisqu'au final, le protocole vraiment a été fait pour remplacer un petit peu toutes les bidouilles qu'on peut faire avec un Gulp pour optimiser son site web. Le protocole est vraiment prévu pour que ça fonctionne correctement. Merci.